Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous résume ce qu'il ne fallait pas rater des grands salons de la tech. Et déjà, on est déjà presque à la fin de ce CES 2025. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu, bonjour ou bonsoir. Bonjour à vous Français avec le décalage horaire, mais bonsoir à nous puisque évidemment vous avez remarqué, c'est la nuit et on s'apprête à vivre notre dernière journée demain matin après une nuit que l'on espère bien réparatrice. Oui, parce que ça chauffe dans les sardines. Hein. Ça tire un peu. Ça tire un peu. Ça tire même beaucoup. Alors la moyenne en ce moment, qui plus est, parce que j'ai eu le plaisir d'accompagner plusieurs dirigeants sur le floor, toi également, sur des parties respectives, je pense qu'on est largement à plus de 20 km par jour. On n'a pas fait le challenge, hein, mais je pense que on est au taquet. C'est grand, c'est dense et globalement ça ne désemplit pas. Petite densité un peu moins forte ce matin quand même. Hein. On sentait la fatigue, les gens faisaient 9h et 11h c'était calme. Voilà, un peu plus la grasse matinée. Voilà. Et ce soir, étonnamment, moi j'ai quitté le LVCC assez tard parce que je l'ai quitté, j'ai fermé les portes derrière moi, j'ai fermé la lumière. Il a les clés. Il était presque 6h du soir. Il y avait encore du monde. Bon, c'était quand même là pour le coup très agréable de faire des photos dans les stands géants des géants de la tech comme Samsung, les géants du CES, parce que là pour le coup, les stands étaient quasiment vides. Et notamment, on en avait parlé dans un précédent épisode, l'espace culturel où ils reproduisaient la muséographie d'un musée. Alors il y avait des œuvres qui venaient du musée d'Orsay, etc., etc. Tout ça affiché évidemment sur leurs écrans, sur les écrans frame, avec des projections pour ceux qui connaissent la carrière des Lumières ou rue Saint-Maur à Paris, l'atelier des Lumières. Vous aviez en plus autour de ces œuvres exposées les plafonds, les sols, les murs qui étaient projetés, et donc d'un seul coup vous vous retrouviez dans une ambiance de musée, mais pas toutes les 2 secondes, pas toujours le même musée, parce que finalement tout pouvait changer, à la fois les murs et les œuvres qui étaient sur les murs. C'était intéressant, surtout quand tu es tout seul, de faire quelques belles photos. Voilà, ouais, c'est toujours important. En tout cas, moi je suis principalement resté sur le Vénitian. On a eu beaucoup de startups également qu'on a pu rencontrer. Et donc c'est parti, je pense best of. Ouais. Ouais, tu commences. Allez. Bon allez, alors je commence. Moi je vous l'annonce, vous vous en moquez, mais pas moi. Dans 2 semaines, je suis au ski. Donc pas très très loin de la Suisse, et donc je suis allé traîner mes sandalettes vers l'un des pavillons de la Suisse, et notamment le pavillon de la Suisse qui est à l'Eureka Park, au niveau donc des startups. Et je suis allé parler avec la société qui s'appelle e-Outdoor, qui propose, parce que pour l'instant c'est pas encore en production, qui propose un dispositif qui s'appelle Iskimo, qui sont des skis électriques. Alors on a vu l'engouement du vélo depuis que le vélo électrique existe. Je parle même pas des vélos cargo qui pèsent. S'il y a pas d'électrification, ils pourraient pas rouler. Enfin en tout cas, je pense que les cyclistes ne pourraient pas les manœuvrer. Eh bien voilà, il y a un système. Alors c'est vraiment pour les randonneurs. Oui, c'est pas pour le skieur. Donc c'est pour les randonneurs d'abord parce que le dispositif, même quand ça sera en phase de production, est assez lourd parce qu'il faut le monter pour pouvoir avoir l'assistance électrique qui vous aide à monter, et puis il faut le démonter quand vous êtes au sommet pour après avoir de la glisse, parce qu'évidemment en dessous le ski, vous imaginez que vous avez comme, alors comment on pourrait comparer ça, de la toile de verre. Vous avez la toile de verre qui vous sert à poncer le bois. Vous avez une bande très rugueuse qui passe comme ça au-dessus du ski, puis en dessous du ski au niveau de la semelle, et qui vous accompagne dans le mouvement qui vous permet de gravir, remonter une pente, gravir une crête, etc., avant d'attaquer une pente vierge. Donc Iskimo, c'est un système qui est relativement innovant. Moi, j'avais jamais vu ça, ni en test sur les pistes de ski, ni dans les salons que l'on a pu croiser. Alors, l'année dernière, on avait Skiwheel, mais ça, c'était les skis pour le tout-terrain, c'est-à-dire pour la terre, pour les cailloux, pour les caillasses, pour les chemins et éventuellement même pour la ville. Et bien là, on a du vrai Iskimo, c'est pour la neige, parce que ça ne marche que sur la neige. On les suivra pour savoir si en tout cas ils seront là l'année prochaine, ou ils seront là l'année prochaine avec le produit fini. Ça, et c'est des sujets qui sont toujours, ils ont fait fureur, parce qu'ils avaient toujours du monde. Petit corner, mais bon, la maison de la Suisse, enfin le corner de la Suisse au niveau des startups, même s'ils ont un corner au niveau de
de la smart home, il y a toujours du monde parce que c'est bien Toujours du organisé. monde et souvent deep tech, ce produit faisait un peu exception par rapport à Ouais. de nombreux projets suisses. On parle de deep tech, moi je voulais vous emmener chez Flora. Alors Flora, c'est marrant parce qu'ils se sont mis à l'Eureka Park, alors qu'en réalité, il y aurait peut-être pas grand-chose à y faire. C'est un fournisseur de composants, principalement pour le secteur automobile, mais pas que. Et ils vont fournir sur une petite bandelette qui fait 2 centimètres à peu près de large, 1 millimètre d'épaisseur et une dizaine de centimètres de largeur. Ils peuvent réduire à vraiment encore plus petit, des micros enceintes qu'on va pouvoir poser derrière la matière que l'on va pouvoir avoir à tes souhaits. Et Merci. voilà. Oui, c'est ça le CES. Je mettrai un truc sur l'écran. On fera un petit montage rapide sur Riverside. Et en fait, qui est intéressant, puisque ça va permettre finalement de rendre n'importe quelle matière enceinte qui va diffuser en fait finalement de la musique. Et ça c'est vachement intéressant parce que quand on a par Même exemple beaucoup, du tissu, des matières composites, n'importe quoi. Et ce qui va être intéressant, donc là ils faisaient la démonstration avec notamment deux petits speakers qu'ils avaient mis. Ça faisait vraiment une enceinte qu'on entendait sur le Reka Park et Dieu sait qu'il y a du bruit. Et ce qui fait que même quand on touche, les vibrations amenaient aussi une forme de retour haptique que l'on pouvait ressentir dans la sensation. Et là, ce qui va être vachement intéressant avec ce type de dispositif, c'est que si on le fait dans le sens inverse, où on inverse le bruit qui est écouté, on peut imaginer que le bruit va pouvoir s'annuler. Donc imagine le bruit des cabines d'avion que tu pourrais potentiellement amoindrir et limiter grâce justement à ce type de petit speaker qui viendrait faire du denoising directement sur l'environnement dans lequel on est. Alors, il Alors, soit s'appelle le Flora. denoising directement sur le siège ou carrément dans la cabine, ce qui Dans la demanderait cabine, voilà. un équipement Mais à la fabrication. tu prends l'exemple des petits retours haptiques qui sont qui le développent. Si tu penses que dans une gestion de flotte, par exemple de car sharing, tu as besoin d'avoir moins de maintenance et que les autoradios, il y a des boutons partout, tu remplaces une surface plate avec plein de petits boutons qui sont sous directement la matière et il va y avoir directement une sensation de bouton alors qu'il n'y a plus de bouton. En termes de maintenance, par exemple, ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, Flora, c'est très simple, un dernier aller, dernier gant dans un angle, perdu au milieu de nulle part, alors qu'ils auraient pu être LVCC. Ils y avaient toute leur place, en tout cas. Petite pépite. Voilà. Alors moi, je suis allé voir, c'est pas la première année qu'ils exposent, mais j'étais vraiment curieux et je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. C'est une société française qui s'appelle Dracula Technologies et qui produit des cellules photovoltaïques à base organique, donc des OPV, Organic Photovoltaic Cells. Quelle est l'originalité de leurs produits? On a parlé d'Exeger l'autre jour, qui eux exposent côté LVCC avec un très beau stand, alors que eux ils ont un tout petit stand dans l'allée de la French Tech, enfin de Business France, sur le Reka Park. Ils impriment avec une imprimante quasiment à jet d'encre, une imprimante traditionnelle. Ils impriment cette matière organique et le résultat, ça veut dire qu'on l'imprime à la forme que l'on veut, au format que l'on veut, à la taille que l'on veut, tout ce que vous voulez. C'est complètement personnalisable, c'est très souple. C'est exactement comme ce que l'on voit chez Exeger. Par contre, à la différence, c'est que vous avez côté pile, la partie photovoltaïque qui va capter la lumière, ils réagissent à partir de 5 lumens, donc à très basse luminosité, pas besoin d'être en plein soleil. Alors bien sûr, la production électrique est plus faible, bien sûr, et le stockage de l'électricité se fait sur le verso. C'est-à-dire que vous avez un seul dispositif qui va chez le fabricant pouvoir se mettre dans son appareil de façon extrêmement simple, et ils peuvent aller, alors selon les surfaces évidemment, quand on veut produire plus d'énergie, mais j'ai vu, très franchement, j'essaye de vous le matérialiser, vous avez 2 centimètres et demi de large sur à peine un demi-centimètre de haut, avec 4 petits carrés, ils arrivaient à produire 1,5 volts avec cette surface. Donc on peut voir que bien sûr, il n'y a pas énormément de puissance, il y a un voltage, mais il n'y a pas énormément de puissance. Mais pour tous les appareils qui demandent relativement peu de puissance, qui sont pas forcément
très gros ou qui ont des formes complexes, c'est une solution qui est assez pertinente. En tout cas, ils proposent donc plusieurs formules, ça s'appelle des layers Volt, etc. Ils n'en sont pas en phase de démarrage puisqu'ils produisent déjà, ils ont déjà produit plusieurs centaines de millions de centimètres carrés. Ils ont une usine et quelque part, ça permet de transformer les chaînes d'électrification sur des chaînes d'électrification plus durables parce que les produits sont des produits organiques. À ne pas confondre, on a évoqué avec eux le BFC, que l'on a évoqué très souvent parce qu'ils ont fait le CES, ils ont fait Vivatech, etc. L'avantage que eux ont, c'est que ils sont dans le même concept d'avoir quelque chose qui est très dégradable et donc très respectueux de l'environnement en termes de matières premières. Mais surtout, c'est qu'ils ont une utilisation qui n'a pas besoin, qui a une durée de vie déjà beaucoup plus longue et qui n'a pas besoin d'être déclenchée. C'est-à-dire qu'elle s'alimente et elle stocke. Donc elle est très autonome. L'appareil n'a plus qu'à aller chercher la puissance là où il y a. Plus d'enzymes égale plus de... Bah oui, plus d'enzymes égale plus d'électricité. Donc c'était ça. Passionnant, Dracula, ça fait longtemps qu'on les voit, hein. Ça commence à devenir vraiment petite pépite qui croît. Oui, exactement. Mais c'est ça, il faut aussi en parler parce que finalement, on parle parfois d'entreprises, peut-être comme celle qu'on a précédemment citée, qui avec des skis par exemple. Oui, mais bon, ça tangibilise un peu plus le truc. Quand tu es dans la deep tech et les choses un peu complexes, soit tu y vois un intérêt, soit tu ne vois pas parce que tu utilises le service, il fonctionne et tu te poses pas la question. Ouais, ça doit fonctionner. Et ben, on part sur la vue cette fois. Hein, quand on voit pas les choses complexes, faut peut-être utiliser des lunettes. C'est Laclaré qui a présenté, développé un système de lunettes qui permet de s'adapter à la presse bici. Ah, à la presse citron. Il était loin celui-ci. Bon, on souhaite. Et même moi, bonjour à nos amis. Moi, je l'avais pas dit. SBC. Je cherchais. Je ferais peut-être un cut dans les 10 secondes quand même. Mais bon, donc, effectivement, pour la correction de la presbytie, t'es loin dans mon cerveau, celui-là. Et notamment pour avoir des lunettes qui s'adaptent en temps réel, et qui mettent 45 secondes à pouvoir directement corriger la presbytie. Alors, c'est peut-être à terme, une disparition des lunettes ultra personnalisées à façon, parce que le verre va s'adapter directement à l'œil pour offrir un confort de lecture absolu. Et oui, alors en plus, la presbytie, c'est quelque chose qui vient avec l'âge, qui progresse avec l'âge, et qui est, je dirais pas le trou de la sécurité sociale, mais globalement, une personne qui atteint de presbytie et qui voit sa presbytie avancer avec l'âge doit se faire refaire des verres de lunettes assez régulièrement. Et donc là, si on arrive à avoir des verres qui s'adaptent, donc ça veut dire des verres qui sont plus durables, peut-être que 5, 6, 7 ans, ça peut être possible. Et là-bas, l'avantage, c'est que c'est de l'autofocus personnalisé. Voilà. Et donc, ils étaient sur le centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ces derniers. Je sais pas si vous aimez les patates, mais en tout cas, Nuvilab. Parce que j'ai cru que tu nous partais sur la patate connectée. Nuvilab va savoir ce que recèle votre plateau. C'est un scanner qui part de computer vision, c'est de l'image par ordinateur. On détecte votre plateau. Et depuis la détection de votre plateau, alors ça, c'est très bien. Par exemple, imaginez vous êtes dans une cantine, vous avez un plateau avec la petite zone pour le dessert, la petite zone pour l'entrée, la petite zone pour le plat principal. Hop là, on scanne le plateau et on détecte complètement ce qu'il y a à l'intérieur, les quantités et donc les apports nutritionnels éventuels, tout du moins les calories ou les kilocalories qui sont présents dans votre plateau. Deuxième étape, vous avez terminé de manger, vous repassez votre plateau devant la machine. Et là, on fait juste la différence des deux et on vous dit voilà ce que vous avez mangé et voilà quelque part une surveillance de votre consommation alimentaire, une réduction éventuellement des gaspillages parce que dans les cantines ou dans les restaurations industrielles, on voit ce que les gens mangent et ce que les gens ne mangent pas puisque finalement ça revient sur les plateaux. Ça peut être dans la gestion d'un régime alimentaire. Bref, c'est plutôt assez malin. Ils avaient un très 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 grand stand pour présenter un appareil qui, dans beaucoup d'entreprises qui sont présentes au CES, se présente sur 3 mètres carrés. Ils en avaient à peu près 60. C'est la question, hein. Eurest, Elior et compagnie qui imposent, qui ont déjà ce type de dispositif dans certains, tous, dans certaines cantoches.
quelle est la différence fondamentale entre ce qui existe déjà et ce qu'ils ont présenté? La rapidité, peut-être la pertinence des calculs, peut-être le modèle qu'il y a derrière. Alors, j'ai l'impression qu'il y a la rapidité, mais parce que dans la présentation qu'il faisait, il ne visait pas, alors on est au Consumer Electronics Show, hein, il ne visait pas forcément le client industriel. Donc il visait plutôt l'individuel, Voilà. qui fait l'individu. Et donc l'individuel, il a son scanner, il a dans une application éventuellement les profils de la famille, et tu fais un régime, et bien le matin, pom pom, tu mets ton petit déjeuner, pom pom, c'est bon. et voilà, et tu contrôles un peu pendant 2 jours. Voilà, oui, par exemple. Ça peut être aussi effectivement ça. Très bien. Ça fait déjà 15 minutes. Est-ce que tu aurais une petite pépite? Je crois que tu voulais nous parler d'un gros boîtier, d'une nouvelle type d'interface, l'Holopod. Ah oui, 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 oui. Alors ça, ils m'ont vraiment. Alors, on revient dans la région des montagnes, puisque on revient dans la région Bon, on est dans la neige là. On est dans la neige là. Hein. Alors ils sont sous les flammes, pas très loin de chez nous, mais là on est dans la neige. Holoprod, ça s'appelle Holoprods. J'ai échangé avec eux. C'est une très très jeune pousse, constituée de très très jeunes diplômés, et qui ont passé, on va dire, leurs années d'école d'ingénieur pendant la Covid. Et donc, qui dit Covid dit problématique de surface que l'on touche et qui, touchées par tout le monde, reçoivent des tas de petits bactéries, virus, enfin tout ce que vous voulez. Et là, ils se sont dit, pour tout ce qui est interface d'accueil, interface de professionnels qui sont souvent gérés par des interfaces tactiles, vous choisissez votre billet de train, vous choisissez votre carte d'embarquement en avion, etc. Il y a beaucoup d'interfaces tactiles. Ah oui, mais enfin les interfaces tactiles, quand on a peur d'attraper, voilà. Puis on va pas mettre des gants parce que sinon le tactile ne marche pas. Alors ils se sont dit, on va le faire holographique. Eh bien, ils ont un dispositif qui se présente un peu comme une table haute, légèrement inclinée, et en face de vous, bien vous avez l'écran holographique et qui est intégralement interactif. Et donc ça, c'est vraiment super. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé ce projet comme un projet d'études. Ils ont été repérés dans leur école par un de leurs professeurs qui les a coachés jusqu'à la création de l'entreprise. L'entreprise est créée. Ils ont déjà vendu le dispositif à des entreprises importantes, énergétiques. Hein, je citerai pas le nom parce qu'ils me l'ont dit, mais c'était pas dans leur doc qui était distribué, donc je sais pas s'il faut absolument le dévoiler. Mais en tout cas, voilà, il y a des cas d'usage, c'est sain, et ça évite des heures de personnes de ménage qui vont briquer les surfaces, parce que vous ne touchez plus les surfaces. On voit relativement bien, on a vraiment l'impression de... Ouais, c'est effectivement intéressant. Et petit dernier pour moi dans la deep tech quand même, parce que c'est 3Deus Dynamics. Et 3Deus Dynamics, c'est une imprimante qui va utiliser notamment le silicone, et qui va pouvoir recréer des organes fonctionnels, notamment pour les besoins qu'il pourrait y avoir dans l'industrie, qu'il s'agisse de recréer directement des valves, des tuyaux, etc., voire même des cœurs pour pouvoir retravailler dessus, notamment dans la formation. Donc, bref, c'est une disruption assez forte des capacités qu'on va avoir en impression 3D et ce qu'ils appellent notamment sans contrainte de forme et en zéro gravité, ce qu'ils appellent le dynamic modeling. Et donc ça permet quasiment de faire n'importe quoi avec une finesse absolument dingue. Et quand on voit effectivement tout ce qu'ils sortent, la machine est belle et ce qui en sort également. Voilà. Pas mal. Eh bien, attention. Il est le chat. Ouais. Il est temps pour nous de se quitter. Alors, je sais pas si on fera un épisode demain soir, parce que demain soir, après, ça nous amène à une publication samedi matin pour l'heure française. On fera peut-être plutôt un débrief la semaine prochaine. Oui. Avec, en même temps, ce qu'on n'a pas dit. Quelques startups qu'on a rencontrées et qu'on a interviewées. On passera peut-être les reportages. Donc, il y a effectivement, voilà, un CES en tout cas assez dense. Toujours dense. Mais sérieux, on n'a pas eu le temps de tout faire, quoi, encore une fois. Voir tout est illusoire. On avait dit ça un jour, hein. Ce sera la surprise. Et donc, voilà, enfin, globalement, les kilomètres marchés en valent le coup, parce que la plupart des startups qu'on a vues étaient quand même, voilà, assez badass, et c'était vraiment un grand plaisir que de rencontrer des
des personnes qui croient encore à la création et dans un futur dans lequel la technologie sera véritablement Une partie de la solution. une partie de la solution, pas la solution, parce que sinon ce serait bien beau, mais en tout cas une partie qui va contribuer très fortement à ce qui pourra impacter l'être humain et puis plus largement, très certainement, l'esprit en tout cas la Oui, on nous société. posait la question, tu sais, ce soir, quand on était en train de dîner avec d'autres visiteurs réguliers du CES, mais un peu moins réguliers que nous. On taira le nom du restaurant. Voilà. Oui, ça, oula, ça fouette, ça fouette. Ceux qui ont lu le guide de survie pourront trouver la solution. La page, je sais pas. Et il nous posait la question, vous qui y êtes tous les ans, est-ce que vous voyez une évolution, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'une année sur l'autre, on peut se dire, Samsung est toujours au même endroit, LG est toujours au même endroit, etc., etc. Bon, oui, on voit des évolutions, surtout dans l'ambiance, en fait. Oui. Et là, on a senti, alors c'est vrai que c'est normal, hein, c'est une année sans CES avec la Covid, une année avec du no-show, ça remontait en puissance, l'année dernière, c'était déjà très bien, mais en même temps, ce que tu as très très bien résumé en disant si on a eu quelques années indépendamment des très grosses sociétés, des big brands, on avait des startups qui faisaient de tout et n'importe quoi. Là, elle faisait de tout, et pas n'importe quoi. Voilà. Ouais, c'était assez sérieux. Et puis alors, elles étaient alignées. Hein. On est intervenu pour rien vous cacher sur un soir en conférence auprès de la délégation Nouvelle-Aquitaine. Au deuxième jour à peine du CES, ce qu'ils nous témoignaient de leur première journée était vraiment ce qu'on entendait plutôt après un CES classique. On voit bien qu'ils étaient arrivés avec des objectifs très clairs et qui tendaient à répondre aux objectifs qu'ils s'étaient fixés très rapidement. Et que globalement, ce qu'on entendait, c'était plutôt les résultats d'une fin de CES, on était à peine au deuxième jour. Donc on voit bien que c'était vraiment, en tout cas, ils savaient tous quasiment pourquoi ils étaient là, et ça, ça change beaucoup de choses dans les pitchs, dans la relation avec les personnes qu'ils rencontrent, et puis dans le dynamisme, bien entendu, qui sont... Après, il faut se rendre à l'évidence. On est aux États-Unis et il y a, et c'est ce que l'on a pu voir nous en tant que visiteurs, pas forcément éclairés, kidam lambda, mais par contre à l'écoute de ce que disent les exposants, c'est qu'on est dans un pays aujourd'hui qui est en dynamique. Alors je sais pas s'ils vont dans le mur et ils appuient sur l'accélérateur, ça je sais pas, mais en tout cas il y a une dynamique et je pense que ce que tu viens de témoigner, ce dont tu viens de témoigner avec les startups de la région Nouvelle-Aquitaine, ils ont rencontré quand même beaucoup d'acteurs américains parce que ça reste, même s'il y a beaucoup d'Européens, même s'il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup d'acteurs américains qui sont présents en tant qu'exposants, bien sûr, mais en tant que visiteurs. Et donc, quand ces visiteurs viennent chercher quelque chose et que ces visiteurs sont animés d'un dynamisme général, eh ben, ça donne un CES qui est probablement beaucoup plus réussi que celui de l'année dernière, enfin beaucoup plus réussi que celui de l'année dernière, et puis évidemment sorti de la morosité totale des CES qui étaient juste après la Covid. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. On fera peut-être un petit teaser rapide quand même. Rapide. Demain, mais très short et très court pour vous dire au revoir. Et à la semaine prochaine. Voilà. Demain, non, ou le prochain. Allez, on fait un truc. Je te lance un défi. Je lance un défi. Samsung for n'importe quoi, puisque c'est AI for all. On sortit Samsung Food pour leur nouveau téléviseur. Voilà. Donc j'ai entendu que Jérôme Colombin et Bruno Guglielminetti n'étaient pas tout à fait d'accord sur le process, sur le concept, sur la finalité et sur la faisabilité du résultat. Vous pouvez chercher de votre côté. En attendant, ça sera Samsung Food et je pose la question à Mathieu puisqu'il est quand même assez expert en dégustation. On s'est bien dit ça. Non, mais dégustation, c'est pas bouffe, c'est dégustation. C'est vrai. Hein, t'as animé une entreprise, t'as eu une entreprise de dégustation. Je confirme que le bien manger et le bien boire est important. Et bien voilà, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est ce que j'aurais voulu savoir. Et puis peut-être que moi je te dirai en parallèle de ce que j'en pense de ce Samsung Food. Bruno, Jérôme, la réponse demain. Voilà. On vous tient au mot, on vous taxe ce soir.
Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous suivre pour vos commentaires, pour vos partages sur les réseaux sociaux. On vous dit à très vite, bien sûr. Partagez la bonne parole. N'oubliez pas de vous abonner à Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. C'était Innovation and Prospective Talk depuis Las Vegas, dernier jour, demain. Et donc, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et nous, on va aller direction le lit après publication. Bye bye. Salut!